Emmanuel Macron porte l'espoir de millions de Français, mais aussi de nombreuses personnes en Allemagne et dans toute l'Europe. Il a mené une campagne pro-européenne courageuse. Il est pour l'ouverture du monde. Il est résolument pour une économie de marché social. Et nous savons que l'Allemagne et la France sont liées l'une à l'autre par leur destin. Bonsoir Sylvie Goulard, merci d'être notre invitée. Vous êtes députée européenne et vous avez soutenu Emmanuel Macron depuis le premier jour. Vous parlez 4 langues, vous êtes passé par le cabinet de Romano Prodi, ancien président de la Commission. Vous avez travaillé avec Valéry Giscard d'Estaing sur le traité constitutionnel. Enfin, c'est vraiment le modèle de l'européenne. En tout cas, pour beaucoup, par rapport à beaucoup d'élus. 500 millions d'Européens, vous savez, il y a d'autres modèles. L'européenne en France, c'est quand même très important. Il y en a d'autres, bien sûr. Et c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça tombe bien. Je le disais, vous faites partie des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Il a beaucoup parlé d'Europe pendant cette campagne. On a été applaudi, accueilli par l'Europe, c'est vrai, on l'a entendu. Les Européens ont félicité et se sont félicités de cette victoire d'Emmanuel Macron. Comment ils vont faire pour nous aider à résoudre nos problèmes ? Alors, je crois que d'abord, il y a un vrai soulagement dans les pays européens, pas seulement dans les capitales. Moi, j'ai vu des réactions de gens que je connais qui ne sont pas dans la politique. Parce que d'abord, l'élection de Mme Le Pen aurait signifié pour eux, par exemple, perdre leur monnaie. C'est leur monnaie. Nous avions un accord avec eux pour ne pas revenir en arrière. Donc, ils ont eu assez peur. Donc, première chose, je crois qu'il y a une grande satisfaction. Deuxièmement, il y a un degré supplémentaire de satisfaction, puisque Emmanuel Macron n'a pas été seulement le barrage, mais comme vous l'avez rappelé, il a, entre guillemets, pris le risque. Et c'est fou de le dire le 9 mai à Paris où a commencé l'aventure européenne. Mais effectivement, c'était quasiment devenu un risque d'oser dire des choses positives sur l'Europe, tout en disant pourquoi on veut la changer, mais de le dire dans un esprit collectif, en disant on veut le faire avec nos partenaires. Après, à quoi nous allons arriver, ça c'est une autre chose, mais je crois déjà que dans un jeu collectif, les téléspectateurs qui nous écoutent savent que bon voilà, si on joue au foot, on se passe la balle, ou on est dans un jeu collectif, ou on joue perso. Et là, on est dans un jeu collectif. Oui, mais ça veut dire quand même que même s'il a eu 66%, et que ça ne veut pas dire que les 66% sont tous des Européens convaincus comme Emmanuel Macron. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je sais. Non, mais et du coup, il reste ce scepticisme, il reste cette inquiétude autour d'un certain nombre de décisions européennes. Et d'une certaine façon, il y a une promesse derrière cette élection d'Emmanuel Macron pour que l'Europe donne plus envie à un grand nombre de Français. Alors, est-ce qu'il peut s'appuyer sur les autres Européens pour ça ? D'abord, je vais vous dire, on a vraiment une marge de progression parce qu'on était tombé très bas et pas seulement ces dernières années. Je ne jette pas le blâme sur les derniers responsables. Si on regarde ce qui s'est passé depuis l'euro, en gros, il n'y a pas eu de projet qui a motivé les Européens et nous avons affronté une transformation fondamentale qui a probablement été mal accompagnée, qui est l'élargissement à l'Est, qui est une décision historique qui était justifiée car nous vivrions sinon dans une espèce de continent dont la partie orientale serait un petit peu quelque part entre la Russie et nous. Donc je crois qu'il fallait le faire, mais peut-être qu'on a manqué certains gestes, certains rapprochements, qu'on a pris des mesures, et donc il faut peut-être revenir là-dessus. Et puis nous avons affronté une crise financière. Je crois que maintenant, nos partenaires on fait des réformes, la conjoncture économique s'améliore dans de nombreux pays, je tiens à le dire, contrairement à ce qu'on a entendu pendant la campagne dans la bouche de certains. Et ça va rejaillir sur nous parce que Jean-Claude Juncker, hier, il a aussi encore dit les Français dépensent trop. Est-ce qu'on va continuer à être un peu désigné comme ça par la Commission européenne ? La Commission européenne est dans son rôle, mais surtout, il faut expliquer une chose aux téléspectateurs. C'est qu'en France, on parle d'argent public. Dans les autres pays, on dit l'argent des contribuables. Et donc, quand on veut limiter le gaspillage d'argent public ou la mauvaise utilisation d'argent public, ça veut dire aussi que peut-être on pourra avoir une utilisation de l'argent qui vient des impôts des citoyens qui est plus judicieuse, qu'on pourra essayer de réformer l'école, de réformer... Il y a des domaines dans lesquels il faut continuer, bien entendu, à avoir une dépense publique. Il ne s'agit absolument pas d'éliminer la dépense publique. Il s'agit de la ramener au niveau de moyens de nos partenaires européens, de manière à ce que notre économie ne soit pas ponctionnée d'une façon qui lui nuit. Donc je crois que ce que la Commission européenne rappelle, c'est d'abord des engagements de la France, mais c'est surtout des principes, je dirais, de bonne gestion, consistant à ne pas reporter sur nos enfants des dettes pour des dépenses de fonctionnement mal calibrées. Et si je puis me permettre, la Cour des comptes
ne cesse de répéter la même chose au fil de ses rapports, la Cour des comptes française. Oui, mais les règles, les lois, c'est bien. Et la vie politique et le désespoir, la colère, le chômage, le rejet d'un certain nombre de règles européennes, c'est aussi ça, la politique. Mais vous avez tout à fait raison, l'Europe ne ça, se limite pas. On peut pas le nier. C'est vous qui avez parlé de oui, on ne peut pas le nier. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, il y a des choses à faire en matière citoyenne. Emmanuel Macron a proposé de rétablir les sections européennes et les classes bilingues pour que nos enfants soient mieux armés pour être des citoyens européens, qui soient dans toutes les régions de France mis en contact d'autres cultures, que les voyages des jeunes soient encouragés. Il a proposé d'augmenter le nombre de jeunes qui voyagent avec Erasmus. Mais sincèrement, juste un instant, les règles de bonne gestion, c'est quelque chose qui peut paraître austère si on le présente comme ça, mais qui peuvent redonner de la croissance. En ce moment, les pays qui vont le mieux en Europe, si vous prenez non seulement l'Allemagne et les Pays-Bas, mais même l'Espagne, sont des pays qui sont passés par des processus qui ne sont pas évidents, qui ont pu créer d'ailleurs de la pauvreté ou des difficultés, il faut oser le dire, mais qui sont en train de créer une croissance dont des personnes, notamment privées d'emploi, vont bénéficier. Sylvie Goulard, vous qui avez été très proche d'Emmanuel Macron tout au long de cette campagne, qui avait organisé le rendez-vous avec Angela Merkel, qui avait suivi... Avec d'autres. Et avec d'autres aussi, bien sûr. Mais non, avec l'organisation, avec d'autres. Oui, voilà. Bien sûr. mais bon, on parle de vous comme ministre, parfois certains disent comme Premier ministre. Quel profil il faut pour cette majorité qui s'annonce justement pour réussir en Europe, pour changer le regard des Français sur l'Europe? Je crois qu'il y a un gros travail à faire. Il faut que la classe politique, et ça ne dépendra pas d'une personne, investisse beaucoup plus le champ européen, qui d'ailleurs est intéressant, que ce soit en matière d'environnement, pour lutter contre le climat. On voit que les Américains vont peut-être mettre en cause l'accord de Paris. C'est crucial pour notre avenir et celui de nos enfants. Comment les Européens défendent ce travail qui a été fait ensemble? C'est vrai aussi. Alors c'est qui le profil du Premier ministre ou de cette majorité? Il faut qu'on comprenne parce que oui, on a élu le président de la République de nommer le oui, bien sûr, mais le président a été élu et d'une certaine façon c'est la première fois. Il n'y a pas un parti, on ne connaît pas les entourages, on connaît pas. On a des promesses de nouveaux visages, on a des promesses de parité, on a des promesses, mais on ne voit pas très clair aujourd'hui. Écoutez, nous sommes, vous l'avez dit, le 9. Le président a été élu le 7. Il y a encore quelques jours, nous faisions des débats dans lesquels nous ne savions pas qui serait le président. Je crois qu'il faut retrouver un peu de sérénité. Les questions que vous posez sont légitimes, les Français se les posent, je l'entends comme vous. Mais je crois que laisser quelques jours au président pour réfléchir, pour consulter, pour voir ce qu'il souhaite, lui, et c'est sa responsabilité en vertu de la Constitution, constituer son équipe comme il l'entend, je crois que c'est légitime et que même si nous apprécions l'information en continu, il faut peut-être parfois prendre un peu de recul. Et encore une fois, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a un horizon nouveau dans la construction européenne avec le monde tel qu'il est. Quand Donald Trump est élu et met en cause éventuellement l'Alliance Atlantique, la question de la défense européenne par les Européens eux-mêmes prend une toute autre dimension. Et ça aussi, c'est important, les citoyens peuvent le comprendre. Est-ce qu'il sera assez fort, Emmanuel Macron, pour imposer la France et l'idée que la France se fait? Par exemple, un gouvernement de la zone euro, par exemple, tout ce dont il a parlé pendant sa campagne. Est-ce qu'il va être assez fort? Est-ce qu'Angela Merkel, qui est toute contente de le voir élu, va faire des concessions? Alors, l'Allemagne est un pays que je connais assez bien, dans lequel on peut discuter de manière, je dirais, amicale mais ferme. Et il faudra bien évidemment que la nouvelle équipe défende les intérêts et les visions de la France. Mais vous avez employé un mot que pour ma part, je n'emploie pas pour l'Europe, c'est imposer. Il faut bien rappeler, donc on est le 9 mai. Qu'est-ce qui a été fantastique dans l'aventure européenne, donc lancée le 9 mai 1950 par Robert Schuman? Ça a été une offre de dire aux Allemands, 5 ans après la guerre, au lieu d'être dans la confrontation, nous allons être dans la coopération. Nous voulons regarder l'avenir ensemble au lieu de nous autodétruire, ce qui s'était produit 2 fois en l'espace de 30 ans. Donc cette manière de regarder ensemble vers l'avenir suppose encore une fois de respecter les visions de l'autre. C'est un jeu d'influence. Dans cette influence, il faut être malin, il faut même parfois être rusé, il faut être très engagé. Mais il ne faut pas non plus penser que nous pouvons imposer des choses à un grand peuple comme le peuple allemand, mais à aucun autre d'ailleurs. Et peut-être aussi retrouver la vertu de l'exemplarité. Quand la France est dans le wagon de tête, parce qu'elle fait les choses, parce qu'elle apporte du carburant au moteur européen, je crois qu'on donne plus envie aux autres de nous suivre que si nous tentons de leur imposer nos vues. Ça serait très arrogant. Merci beaucoup. Merci d'être venue sur notre plateau, Sylvie Goulard.